Hala Madrid, Hala Madrid, Hala Madrid. Salut Aslan. Salut Xavier, alors dis-moi, est-ce que tu as regardé la Super Coupe italienne Naples contre la Juventus? Pas du tout. Et alors, je peux te dire que Pirlo a finalement gagné son premier trophée après 6 mois en Italie en tant qu'entraîneur. Ah ben un peu comme Pochettino en moins de temps qui vient d'arriver à Paris et qui a gagné son premier trophée puisque c'était la semaine de Supercoupe, le trophée des champions contre l'OM. Eh ben oui, et en plus en Espagne aussi, il y avait une Super Coupe. Est-ce que tu as vu qui a gagné? Alors j'ai pas vu qui a gagné mais par contre j'ai vu l'affiche de la finale et je n'ai pas vu le Real Madrid. Ah bah ça c'est vrai, tu as bien raison, c'est Grand Athletic Bilbao qui est gagnant de ce tournoi. Et alors, là maintenant qu'on parle de la Super Coupe, pourquoi pas en faire le sujet de notre épisode aujourd'hui? Ben, comme d'habitude, c'est une très bonne idée, Aslan. Donc aujourd'hui, dans Meshke Galacticos, comme d'habitude, on va parler de la rivalité entre les deux plus grands clubs du monde, le Barça et le Real, tout en s'intéressant à un thème. Ce thème, comme tu l'as proposé, ce sera la Super Coupe d'Espagne, plus précisément. Donc après avoir, comme d'habitude, revu un petit peu l'actualité de nos deux clubs sur la semaine écoulée. On fera donc un petit historique de la Supercoupe. On parlera de nos moments favoris de Supercoupe pour nos deux clubs. On s'intéressera au club de la semaine, notre focus, comme chaque semaine. Cette fois, ce sera sur l'Athletic Bilbao, honneur aux vainqueurs. Ah oui Xavier, c'est très bien de préciser parce qu'en fait quand tu as dit les deux meilleurs clubs du monde, je pensais que tu parlais d'Athletic Bilbao et d'Alcoyano. Quelle bonne idée de parler d'Alcoyano, mais écoute, commençons par l'ordre chronologique. Qu'est-ce que vous avez fait en Supercoupe? En Super Coupe, on a fait un super match, super deuxième mi-temps, sauf qu'on a perdu contre Athletic Bilbao 1-2. Donc, c'était pas un super match, mais on a joué pas mal. Bon, une défaite pour vous, c'est du classique, quoi. Ouais, on s'est habitué un peu ces dernières semaines, c'est vrai, un tout petit peu. Mais vous, par contre, vous avez aussi fait un super match contre Athletic Bilbao avant 90e minute. Alors écoute, déjà, on n'a pas fait un très bon match en demi-finale contre la Real Sociedad. C'est Ter Stegen qui nous sauve, et d'ailleurs on gagne au tir au but après vraiment un très très bon match de Ter Stegen. Et en finale, en effet, on a été au moins aussi mauvais parce que Bilbao c'était pas dingue, hein, faut pas se voiler la face. Eh ben oui, Euh, comme d'habitude, les équipes qui gagnent contre vous, ils sont jamais bonnes, c'est juste que vous êtes mauvais, c'est ça? Ah non, mais là c'était pire, c'est-à-dire que eux, vraiment, ils ont gagné à l'envie. Et alors, je n'enlève rien à l'Atleti, hein, je les aime beaucoup, et ils méritent 100 fois leur victoire. Pour nous, ça a été un match cauchemar où tous nos joueurs un peu frissons ont plutôt été, je pense, trempés dans la neige en Sibérie. Ah oui. Euh, on n'a pas vu grand-chose de Dembélé, on n'a pas vu grand-chose de Griezmann, mais bon, ça change pas d'habitude. Et on n'a pas vu grand-chose de Messi non plus. Ah si, une grosse action tout à la fin du match. Une action spectaculaire, mais le problème c'est qu'il s'est trompé de terrain, il n'était pas dans un octogone. Ben voilà. Mais bon, Habib Nurmagomedov, il a fini sa carrière, donc c'est le moment pour le remplacer, je pense. exactement, Messi veut tous les trophées, le ballon d'or du MMA. Exactement. Mais écoute, l'important c'est que voilà, on a perdu cette finale, ça nous arrive de plus en plus souvent de perdre des finales, c'est un peu inquiétant. Mais voilà, Pas du tout inquiétant, non. C'est bon. On continue comme ça. mais Bilbao mérite vraiment le trophée. Mais écoute, tout à l'heure, tu as abordé un nom qui m'a fait sourire. C'était Alcorcon ou Alcoyano? Rafraîchis-moi la mémoire. Eh ben, je te corrige avec grand plaisir, c'était Alcoyano. Et ça, c'était en coupe. Et vous avez gagné en coupe, j'imagine. Alcoyano, équipe de 3ème division. Euh, je vais encore une fois te corriger un tout petit peu, on a presque gagné. On a mené 1-0 et une grosse action de Vinicius qui rate face à face contre un gardien d'Alcoyano qui a 41 ans d'ailleurs. Oh. Donc voilà, le futur ballon d'or, il est un peu raté ici. Et voilà, on prend un but directement après cette action, après un corner. Et on perd contre Alcoyano qui finit un match à 10 en plus. Donc voilà, un peu honteux. Une petite humiliation, c'est toujours bon à prendre. Eh ben écoute, non, pas du tout.
Et vous alors, comment vous avez fait votre meilleur? C'est votre meilleur tournoi, votre tournoi préféré de ce que j'ai compris, la Coupe de Roi. Vous êtes l'équipe le plus titrée de ce tournoi. C'est en effet notre tournoi préféré. On la gagne régulièrement. On a même réussi à dépasser Bilbao. Euh, mais oui, oui. Et là, on a fait une énorme performance puisque nous, on a réussi à battre une équipe de troisième division. Tu vas peut-être pas me croire, mais c'est possible. On peut battre des équipes de Allez. troisième division. En plus, c'est une équipe qui a gagné contre Atlético, non? Ils avaient sorti l'Atlético au tour précédent et ils étaient pas loin de nous sortir aussi puisqu'on a quand même dû aller jusqu'en prolongation. Mais heureusement, Dembélé, après avoir raté un penalty, a mis un très beau but et notre ballon d'or, le vrai ballon d'or, Martin Braithwaite, a marqué lui aussi. Donc voilà, 2-0, troisième prolongation en 10 jours, euh, solide. Ah là là, le bon vieux Martin, toujours plaisir d'avoir de bonnes nouvelles de lui. Ben c'est ça, c'est pas un petit Vinicius, il a un Vinicius dans chaque pied et il est là. Ah, c'est pas mal. C'est toujours, je suis très ravi, toujours très ravi d'entendre de bonnes nouvelles de ce petit Danois. Bon, je crois quand même qu'après cette semaine noire, vous vous êtes rattrapé au championnat. Un tout petit peu. On a gagné contre Alaves 4 ans. On a fait plutôt un beau match. Il y a Hazard qui a marqué un but et a fait une passe décisive, ce qu'il n'a pas fait depuis 15 mois, si je ne me trompe pas. Donc, il commence à revenir un peu en forme. Donc, ça, c'est un bon signe. Et comme d'habitude, il y a Karim Benzema qui est toujours notre attaquant central, principal. Et donc, 2 buts de lui et un but de Casimiro. Donc, tout s'est assez bien se passer ce week-end pour nous. Mais vous avez un autre buteur qui est très en forme. Je crois que Jovic est sur 3 buts en 2 matchs, là, non? Exactement, sauf que malheureusement, c'est pas important le maillot de Real Madrid qui le fait, mais je suis persuadé qu'il va revenir et briller avec l'emblème de Real Madrid juste devant son cœur. Ouais, en tout cas, je préfère quand il marque pour son équipe allemande que pour vous. Ah bah écoute, ça je doute pas, c'est comme... je sais même pas, est-ce que vous avez des attaquants qui sont prêtés, les bons attaquants? Luis Suarez, je crois, c'était un bon attaquant qui a joué pour vous. Ah, il est pas prêté, désolé, Non, il est parti pour 0 € à Atlético Madrid, désolé. c'est ça. Nous, nos bons attaquants ne sont pas prêtés, ils sont pas non plus sur le terrain. Voilà, donc parce que vous en avez pas, c'est ça, j'ai bien compris. Mais vous, alors au championnat, vous êtes pas si mal non plus. Ah non, on a enchaîné notre 5e victoire consécutive à l'extérieur. C'était pas contre une terreur du championnat, c'était contre Elche. Et d'ailleurs, c'était pas un match terrible, hein. Mais écoute, on a gagné. Et puis surtout, c'est la confirmation qu'aujourd'hui, le patron de l'équipe, c'est Frankie de Jong, qui a fait vraiment un très gros match avec un but, une passe décisive exceptionnelle en fin de match. Le premier but avec le Barça de Riqui Puig, Ah donc là là, notre petite mascotte, notre pépite, on l'aime. Et voilà, écoute, on revient doucement mais sûrement vers le sommet de la Liga, même si je pense que l'Atlético va être très très difficile à aller chercher, et pour vous et pour nous cette année. ah bah, j'imagine bien, parce que là, pour le moment, on est à 7 points, et ils ont encore un match à jouer en retard, et vous êtes à 10 points, je crois. Euh, non, ça m'étonnerait, ça me paraît beaucoup trop. Eh ben, si, si. Mais alors, Xavier, revenons à la thématique du jour, qui est la Super Coupe d'Espagne. Alors, la première édition de ce tournoi, de ce trophée, a eu lieu en 1982, mais avant, il était précédé par 3 ancêtres. Ah oui, tout à fait. Le premier, qui s'appelait la Copa de Campeones, tout simplement, était organisé en 1940, remporté par l'Atlético Madrid, mais voilà, c'est arrêté au bout d'une seule édition. Ça a été repris de façon tout à fait non officielle en 1945 par un groupe une espèce de lobby argentin vivant en Espagne. Ça s'est appelé la Copa de Oro Argentina. Là encore, ça concernait le champion et le vainqueur de la coupe. Et cette année-là, eh ben, c'est le Barça qui la gagne. Premier trophée du Barça dans cette compétition. Mais pareil, ça ne dure qu'un an. Et 2 ans plus tard, c'est la troisième compétition. Enfin, cette compétition reprend sous une troisième forme. Cette fois-ci, elle va s'appeler la Coupe Eva Duarte. Elle est organisée par la fédération espagnole en l'hommage. Donc, on reprend la compétition argentine. Donc, on rend hommage aux Argentins avec Eva Perón. Elle continuera jusqu'en 1952 et le Barça la gagne 3 fois, le Real une fois.
Eh ben écoute, la forme actuelle donc de la Supercoupe, comme j'ai dit, ça commence à partir de 1982. Et si on parle de palmarès, vous êtes un peu devant nous, bah, pas un Comme peu beaucoup, d'habitude. un peu beaucoup même, je dirais. Vous avez en tout 17 trophées, et nous, on est à 12 trophées, actuellement, pour le moment. La logique est respectée. Eh ben écoute, un tout petit peu, je suis pas tout à fait d'accord, parce que quand même, si tu veux, on parle des trophées de la Liga et de trophées de Champions League. Je crois que tu t'éloignes du thème. Ah, un tout petit peu. Il faut que je me protège un peu. Mais en tout cas, le club qui est derrière nous, juste derrière nous, avec le nombre de victoires qui est égal à 3, c'est Athletic Bilbao. Donc la troisième victoire, c'était il y a quelques semaines, Oui, mais il y a quelques jours. quelques jours Exactement, même, oui, je c'est m'en vrai. souviens. Et il y a un autre club qui a aussi 3 victoires, c'est Deportivo La Coruña. Le Super des ports. Le Super Deport qui a gagné en 95, pardon, et 2000 et 2002. Et donc c'est le seul club, juste pour une petite anecdote, c'est le seul club qui a gagné toutes les Super Coupes auxquelles il participait. Ah bah écoute, j'aime beaucoup ton fun fact. Est-ce que tu veux que je t'en donne un à mon tour? Ah bah écoute, avec plaisir. Jusqu'en 1995, le vainqueur du doublé, celui qui gagnait la Liga et la Copa, ne jouait pas à la Supercoupe d'Espagne, elle n'avait pas lieu, le trophée lui était remis automatiquement. Et donc, dans l'histoire de cette compétition, ça n'était arrivé que 3 fois. En 1952, la première fois évidemment, c'est le Barça qui fait le doublé cette année-là. Ah oui, blabla. En 1984, l'Athletic Bilbao, la logique. Et en 1989, ça va tous nous surprendre, comme ça m'a surpris, c'est le Real Madrid qui réussit cet exploit. Eh ben oui, le grand Real Madrid qui, par ailleurs, a eu aussi quelques anecdotes avec la Super Coupe. Si tu as vu un peu quand tu as fait tes recherches, Évidemment. que Real Madrid en 1987 et 1986 n'a pas joué le match de la Super Coupe pour une simple raison, parce qu'ils se sont pas mis d'accord avec d'abord avec Real Saragosse et puis avec Real Sociedad sur les dates de match. Écoute, c'est ce qu'on appelle la peur de perdre, un syndrome bien connu du tennis français. Eh ben oui, si tu parles de Real Saragosse, Real Sociedad, je suis tout à fait d'accord. Peur de perdre. Est-ce que tu sais qui est le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition? Bah, t'as parlé pas mal d'Argentine là tout à l'heure, donc je pense que ça doit être lié à un Argentin. Je te donne un indice, c'est également le meilleur buteur de l'histoire du Classico. Eh ben, c'est Sergio Ramos, non? Non, c'est Léo Messi, mais en tout cas, Sergio Ramos le connaît très très bien. Ah bah écoute, oui. Pour le coup, c'est vrai. Bon, tu nous as dit que le Barça avait gagné 17 fois cette compétition, le Real Madrid 12 fois, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on se ferait pas un petit top de ceux qu'on préfère? Bah écoute, pourquoi pas revoir un peu les matchs qui nous ont marqué le plus en Supercopa d'Espagne. Ah ben, je te laisse commencer. Eh ben, le tout premier, tout premier Supercopa qui m'a marqué, que Real Madrid a gagné d'ailleurs, c'était en 2008, une super victoire contre Valence en 2 matchs. On a perdu le premier match 3-2 à Mestalla. C'était un match assez compliqué, assez dur contre Valence qui avait David Silva, qui avait Villa, qui avait Morientes d'ailleurs, donc qui nous a fait pas mal souffrir à l'époque. Donc on a perdu le premier match, comme j'ai dit, mais à Bernabeu, c'était une fête totale. On était en train de perdre 1-0 à la première mi-temps. Van der Vaart se fait expulser aussi à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on égalise par le but de Van Nistelrooy. Mais il se fait expulser derrière. Donc on est à 9 contre 11. Mais finalement, on gagne le match 4-2 contre Valence. C'était absolument incroyable. C'était l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Parce que déjà, 11 contre 9, on marque le deuxième but de Sergio Ramos après le corner, comme il aime. Puis c'est le but de Delared et le but de Higuaín qui font que on est en train de gagner 4-1. Et c'est Fernando Morientes qui marque un deuxième but de Valence, qui nous met un peu en difficulté, mais finalement on arrive à remporter cette super coupe. Entendre parler de Delared en 2020, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, en 2021. Ah bah oui, on est déjà en 2021 et Delared, franchement, belle carrière, arrêtée un peu trop tôt.
Voilà, donc c'est ça ce que j'ai à dire pour mon premier match. Mais alors, si on parle de ton premier match mémorable de la Supercoupe d'Espagne. Écoute, il y a une stat intéressante dans Supercoupe d'Espagne, c'est que le Barça et le Real se sont rencontrés 7 fois. C'est pas très glorieux pour nous, on ne l'a remporté qu'une seule fois contre vous. Pourquoi ça me surprend pas? Et c'était en 2011. C'était un aller-retour absolument mythique, un aller-retour légendaire entre le Barça de Pep et le Real de Mourinho. On fait 2-2 à l'aller à Bernabéu. On gagne 3-2 au retour au Camp Nou. Le match est vraiment magnifique. Les deux matchs sont magnifiques. Et c'est le fameux match où après que Mourinho ait déclenché une bagarre générale sur la ligne de touche, il va mettre son doigt dans l'œil de Tito Villanova. Donc comme d'habitude, le Real Madrid, la classe. Mais voilà, c'est notre seule victoire, mais c'est peut-être pour moi en tout cas une des plus belles finales de Supercopa d'Espagne. Je suis d'accord avec toi. C'était, même si on a perdu cette finale, c'était vraiment exceptionnel les deux matchs. Ça, à mon avis, c'était très emblématique de l'époque, généralement de cette rivalité Guardiola-Mourinho, Barcelone-Real Madrid. C'était vraiment incroyable. Et comme j'ai dit, même si on a perdu, c'était beau. Un vrai film américain, les bons contre les méchants, et à la fin, c'est les bons qui gagnent. Exactement. Exactement, c'est un peu à l'inverse. C'est les bons qui ont perdu cette fois-ci. Parle-nous plutôt de ton deuxième match au lieu de dire des bêtises. Eh ben, le deuxième match, je reprends un peu ce que tu as dit. On avait 7 classicos en Supercopa et on en a gagné 6. Et donc, vu que tu en as parlé, c'est pas moi qui ai commencé, pardon. Et je vais te parler de la Supercopa 2017 avec des buts incroyables d'Asensio à Camp Nou et à Bernabéu d'ailleurs. On a gagné le 3-1 à Camp Nou et 2-0 à Santiago Bernabéu. Et même l'arbitrage vous a pas sauvé. L'expulsion de Cristiano Ronaldo au premier match après son but magnifique vous a pas aidé au final. Écoute, l'arbitre, généralement, on a l'habitude de dire que c'est le 12e homme du Real Madrid. Mais je crois qu'il vaut mieux parler d'Asensio, qui n'a pas l'habitude de briller. Mais en tout cas, quand il le fait, il choisit plutôt bien ses matchs. Ah bah oui, il était absolument exceptionnel. C'est là où on a commencé un peu à parler du fait qu'il peut être le prochain Cristiano Ronaldo pour nous. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais quand il brille comme la plus grande star dans l'univers. Donc c'est plutôt le nouveau De La Red. Bah écoute, je dirais que c'est plutôt nouveau Portillo, si tu veux. Mais maintenant, parle-nous de ton deuxième match mémorable de la Supercopa. Écoute, c'est un match de 2013 qui est une saison qui est assez dure pour nous. Sur le banc, on a Tata Martino. On gagne rien cette année-là puisque c'est l'Atlético qui est champion et qu'on est assez mauvais dans les autres compétitions. Enfin, on ne gagne rien, sauf la Supercoupe, puisque contre l'Atlético, justement, on va gagner en faisant 1-1 le match aller à l'Atlético sur un but, tiens-toi bien, de Neymar de la tête. Il vient d'arriver, c'est son premier but en compétition officielle avec le Barça. Voilà, derrière, au match retour, ils sont incapables de nous battre. Donc, on remporte notre seul trophée cette année-là. C'était vraiment pas un match intéressant, mais écoute, c'est assez emblématique de la carrière de Neymar au Barça, qui n'a pas été souvent vraiment décisif ou influent dans le jeu. Donc, à part dans ce match-là, et contre le PSG lors du fameux match dit de la remontada. Mais il était aussi pas mal contre Bayern, je crois, quand vous avez gagné en 2015. Ben, vous avez perdu le deuxième match en 2015, mais Neymar, elle était quand même pas mal. T'es un peu trop fort avec lui. Alors, il a fait des très bons matchs avec le Barça, mais ça a rarement été l'homme du match, l'homme qui débloque la situation, l'homme qui change les choses. Dans ces deux matchs-là, c'était le cas. C'est pour ça que je le cite. Mais après, je ne dis pas que tout le reste de sa carrière barcelonaise était mauvaise. Au contraire, il a fait des très très bons matchs, des gestes mémorables. Mais c'est simplement qu'un joueur de cette envergure-là a, à mon avis, trop souvent été dans l'ombre de Léo Messi, de Luis Suarez, d'Andrés Iniesta, de joueurs qui avaient leur empreinte sur le match quand lui ne l'avait pas. Bah écoute, déjà, elle vous a fait gagner la Supercopa 2013. C'est déjà pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, même si c'est un peu douloureux pour moi,
Parlons de notre équipe de la semaine, qui est l'Athletic Bilbao. Je le rappelle, vainqueur de la Supercopa d'Espagne 2021. L'Athletic Bilbao, qui est un des plus grands clubs d'Europe et d'Espagne, très certainement. Ah bah oui, en effet, Athletic Bilbao, le grand club avec une grande histoire. Le club qui a été créé en 1898, quand même un an avant Barcelone. C'est un club qui a adopté les couleurs de Sunderland et de Southampton. Il ne faut pas oublier aussi que c'est l'un des 3 clubs qui n'ont jamais été relégués de la Liga, ce qui est quand même impressionnant. Les 2 autres clubs, c'est évidemment Real Madrid et Barcelone. Et ce qui rend ça même plus impressionnant, c'est le fait qu'il n'y a que des Basques qui jouent pour ce club. C'est une tradition qui existe depuis la création de ce club et qui n'a jamais été corrompue. Écoute, quand on regarde leur histoire, c'est assez incroyable parce que pendant 50 ans, ça a été le plus grand club espagnol. En effet, déjà, c'est eux qui gagnent la première édition de la Copa contre le Barça en 1903. Dans les années de 1910 à 1920, ils vont surdominer le football espagnol, notamment avec leur attaquant, Rafael Moreno. Son surnom, c'est Pichichi. Quand il va prendre sa retraite, peu de temps après, il va mourir d'une maladie. Et c'est tellement une légende qu'on commence par installer un buste de lui au stade, qui, depuis cette époque d'ailleurs, tous les capitaines d'autres équipes qui viennent à Bilbao doivent saluer le buste. Et en 1928, la fédération décide de donner un nom en hommage au trophée du meilleur buteur du championnat, et ce sera donc le trophée Pichichi. Bel hommage, en effet. Un bel hommage. Le Bilbao va continuer à dominer le football espagnol jusque dans les années 30. C'est la chute de la République qui va changer la donne pour eux, même si dans les années 40, c'est une grosse période de prospérité, notamment avec Telmo Zarra, qui sera le meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Son record va tenir pendant presque 60 ans. Et il sera détrôné dans les années 2010 par un petit Argentin, encore lui. Mais voilà, aujourd'hui encore, il est 2e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Le 3e derrière lui, d'ailleurs, c'est Cristiano Ronaldo. Juste pour une petite info. Jamais entendu parler. Eh ben écoute, ça me surprend pas, tu connais pas le foot. Mais si on revient sur Atlético, alors après ces années de prospérité, il leur arrive une période assez malheureuse pour eux, une période sans trophée quasiment. C'est la période quand les autres clubs comme Real Madrid et Barcelone commencent à intégrer les étrangers dans leurs effectifs. Les étrangers, on pouvait pas avoir plus de 3, mais il y avait les étrangers comme Alfredo Di Stefano, comme Puskás, comme Kočić, comme Kubala, qui avaient la double nationalité. Donc, ils pouvaient facilement jouer pour Real Madrid et Barcelone, par exemple, ce qui a provoqué une domination de ces clubs au niveau de la Liga et au niveau de la Copa del Rey. Donc, Athletic Bilbao, qui a utilisé que des Basques, vraiment des Basques qui étaient nés dans le pays de Basque, était forcément défavorisé par ces règles-là. Mais dans les années 80, dans le début des années 80, c'est un peu la période de Bilbao qui revient. Oui, c'est la renaissance avec leur coach Javier Clemente. Ils vont dominer le football espagnol, notamment en remportant le championnat en 1983, en réalisant le doublé en 1984, avec des légendes telles que Goicoechea, qui, pour rappel, avait brisé la jambe de Maradona, limitant sérieusement ses chances de succès au Barça. Mais d'ailleurs, le Barça, qui avait une équipe remplie de stars dans les années 80, n'arrivera jamais à remporter la Liga face à Bilbao, plutôt à cause de Bilbao et du Real Madrid. Donc oui, ces années-là, Bilbao est très très fort. Dans les années 90, il y a des hauts et des bas, mais on se souvient de la seconde place accrochée en championnat avec Luis Fernandez et sa sucette. Et puis bon, les années 2000-2010, toujours des hauts et des bas, mais voilà, en 2012, on a un club qui va accrocher 2 finales, la finale de la Copa, la finale de l'Europa League. Leur coach, c'est Marcelo Bielsa. El Loco Bielsa. Malheureusement, pas de trophée à la clé.
Et oui, c'est comme ça, et c'est un peu l'histoire de ce grand club. Comme on voit, en effet, le grand club qui a remporté pas mal de trophées, qui a joué pas mal de finales, même ils étaient proches de remporter un trophée européen 2 fois. Et c'est un club qui a une belle tradition, comme on a dit, qui a été un peu allégé dans les années 90, qui a que des Basques qui peuvent jouer dans Athletic Bilbao. Dans les années 90, ça a été allégé et maintenant, il y a aussi d'autres Basques, les joueurs d'autres clubs basques qui peuvent aussi représenter Athletic Bilbao, ce qui leur donne un peu plus de chance sur le marché de transfert. Mais pour le coup, ils sont quand même dans le marché actuel, ils sont quand même très défavorisés face aux autres clubs, ce qui leur empêche d'avoir des résultats, je dirais, stables parce qu'il y a 2 ans, ils ont fini 16e quand même le championnat. Donc ça montre que niveau stabilité, ça manque. Oui, c'est une règle qui est complètement anachronique. Tu as raison, aujourd'hui, dans un football moderne où parfois sur un 11 titulaire, tu peux avoir 11 étrangers, eux, pour rappel, ils ne sélectionnent que des joueurs qui sont nés au Pays Basque, qui ont de la famille née au Pays Basque ou qui ont été formés au Pays Basque. Et comme tu l'as dit, avant les années 90, il fallait qu'ils aient été formés à l'Athletic Bilbao. Donc, écoute, les Lions sont toujours là et c'est un grand bonheur de voir qu'il est possible de survivre dans le foot moderne. Et puis bon, c'est un club qui a eu tellement de légendes. Je pense notamment à Estebelia dans les années 90, à Aduriz plus récemment, voilà, ou encore à Oursaïs, ton chouchou, ou Guerrero. Eh ben oui, il ne faut pas oublier aussi Kermoniaïn, qu'on peut aussi appeler une vraie légende d'Athletic Bilbao, qui est le capitaine actuel et qui d'ailleurs a soulevé la Supercopa 2021 et qui a fait déjà plus de, je crois, 300 matchs pour Athletic Bilbao. Et tu vois que des joueurs comme ça qui font des stats incroyables au niveau de matchs faits pour Athletic, comme Iraola qui est parti récemment, comme Sousaeta, pareil, qui a fait énormément de matchs pour le club. Et donc, c'est très très impressionnant, comme tu as dit, de voir le club comme ça, de ne jamais être relégué, de pouvoir survivre dans les conditions actuelles, et même ils arrivent à vendre des joueurs très très chers, comme par exemple Javi Martinez, qui est parti à l'époque à Bayern Munich pour 40 millions, si je ne me trompe pas. Donc le club survit très très bien. Ou Aymeric Laporte, mais bon, en même temps, vendre des défenseurs à Manchester City, c'est toujours très très bien. Ah non, ça c'est trop simple. Mais oui, tu as raison de parler d'Iker Muniain, qui a commencé pour le club, on s'en rappelle, il avait 15 ans seulement, et qui est un joueur absolument exceptionnel. Et là d'ailleurs, le match contre le Barça l'a montré, il a été meilleur que le milieu du Barça, c'était vraiment très impressionnant. Et Bilbao, aujourd'hui, cette saison, bon, c'est du milieu de tableau, c'est pas un effectif de stars. Muniain est clairement le meilleur joueur de cette équipe, même si Inaki Williams, qui met un but sublime dans cette Supercoupe contre le Barça, est leur attaquant de pointe. Au milieu, ils ont Berenguer, qui est très très solide. Bon, d'ailleurs, je le dis avec un accent qui est probablement pas correct, hein, mais l'important c'est de le voir balle au pied. Et ils ont ce côté droit avec Kappa et De Marcos qui est vraiment très solide et qui est là d'où vient le plus de danger. Donc oui, ça va être une saison pas évidente pour Bilbao, mais il faut se rappeler qu'ils sont toujours qualifiés pour la finale de la Coupe d'Espagne 2020, qui n'a pas été jouée l'année dernière et qui aura lieu donc en avril, si tout va bien, contre la Real Sociedad. Exactement, il ne faut pas aussi oublier parmi les noms que tu as mentionnés, il ne faut pas aussi le fameux Raúl Garcia, qui a fait un parcours exceptionnel dans le football espagnol et qui est revenu dans son club, dans le club de Bilbao pour finir sa carrière, j'imagine. Peut-être il va partir ailleurs d'ici 2-3 ans, mais il a été exceptionnel contre Real Madrid, par exemple. Il a mis 2 buts, même si en but c'était de penalty, mais quand même, c'est aussi une force assez importante dans l'effectif de Bilbao. Et je suis d'accord avec toi, on va voir ce que ça va donner à la fin de la saison pour Athletic. Mais je pense qu'avec cet effectif, ils ont à quoi faire. Ce qui est très dommage, je crois, pour eux, c'est que de voir San Mamés, le nouveau San Mamés sans public, c'est une énorme perte.
parce que le public là-bas, c'est vraiment, c'est tout à fait cliché de dire ça, mais c'est la réalité, c'est un vrai 12e homme, donc une énorme perte pour eux. Par contre, le gain, tu me contrediras peut-être, c'est leur nouveau coach qui est arrivé en tout début d'année, Marcelinho, qui est un spécialiste des opérations sauvetage ou de montée, qui a déjà gagné la Copa en 2019 avec Valence contre le Barça, donc c'est aussi un spécialiste des défaites encaissées au Barça. Il a été meilleur coach de Liga déjà, donc voilà, dans leur opération maintien et dans leur opération trophée, c'est un avantage non négligeable. Bon, en tout cas, on va dire bon courage à Athletic Bilbao dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, sauf contre nos équipes respectives. Bah écoute, contre le Barça, je ne suis pas trop inquiet pour eux, ils sont plutôt en réussite. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on les rejoue encore ce week-end. Ah, beau week-end. Ouais, ça va être sympa. Mais est-ce que tu as un match à nous conseiller pour la semaine à venir ? Je dirais que oui. Genre, match que j'ai choisi est en Angleterre, et pour ceux qui aiment bien la nostalgie, ça serait plutôt Arsenal-Manchester United de samedi soir. Mais moi, je vais vous proposer plutôt de regarder Leicester-Leeds en match de coach très intéressant. C'est Rodgers contre El Loco, donc ça va être pas mal. Elle est super, Leeds. Eh oui. Et alors toi, une recommandation pour ce week-end ? Écoute, moi, comme d'habitude, j'évite d'aller en Angleterre. J'irai en Italie cette fois pour un match en retard entre la Juve et Naples. Un match qui a fait couler beaucoup d'encre puisque la Ligue avait empêché Naples de voyager et donc après avait décidé de les faire perdre sur tapis vert, évidemment au profit de la Juve, quelque chose de tout à fait inhabituel. Donc finalement, le match n'est plus annulé et sera donc joué le 27 janvier. Et j'ai hâte de voir la réaction des joueurs de Naples et l'intensité qu'il y aura dans ce match. Pas mal comme affiche. Comme on voit, l'esprit de Moji est toujours présent à la Juve. Luciano Forever. Luciano Forever, je suis tout à fait d'accord. Bon, en tout cas, Xavier, je te remercie pour cette émission aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Aslan. Toujours un plaisir. Et on vous retrouve la semaine prochaine à Meshke Galacticos. À la semaine prochaine. Madrid, Madrid, Madrid. Barça!